Donc je ne suis pas un témoin direct. Par contre, je suis porteur d'une certaine histoire, puisque mon père était un résistant important en région parisienne. On va découvrir son histoire au fur et à mesure de mes paroles. Donc je vais vous présenter le parcours, qui est un parcours un peu exceptionnel, d'un monsieur qui s'appelait Joseph Epstein, et que la mémoire collective a oublié pendant de nombreuses années. Il était dans la résistance, il était responsable des FTP, donc des francs-tireurs et partisans français qui combattaient les troupes nazies et le gouvernement de Pétain à Paris. Il en était le responsable. Et à ce titre, il avait sous ses ordres Missak Manouchian et tous les membres de ce que l'on a appelé le groupe de l'Affiche Rouge. Or, la mémoire a retenu Missak et ses camarades et a oublié celui qui en était le responsable et qui d'ailleurs a été arrêté avec Missak Manouchian le même jour à Évry-Petit-Bourg. Nous allons découvrir cet homme, découvrir son parcours, et je vous dirai aussi deux mots sur ce qui se passe maintenant, parce que si je vous ai dit que la mémoire collective l'avait oublié, eh bien ça n'est plus le cas aujourd'hui, et il est présent dans tous les, disons, dans tous les ouvrages qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Donc Joseph Epstein a une particularité, il est né en Pologne. Il fait partie de ces étrangers qui sont venus en France, pays de la Révolution française, et qui ont combattu les armes à la main pour défendre la France durant la Seconde Guerre mondiale. Il est né en Pologne en 1911, dans une famille juive, bourgeoise, pour ne pas dire plus. Son père possédait une briqueterie. Donc aujourd'hui, toutes ces briques, c'est fabriqué industriellement. À l'époque, c'était fabriqué à la main. Il possédait une briqueterie avec, suivant bon an, mal an, entre 100 et 200 ouvriers. C'est-à-dire que c'est une grosse petite entreprise. Mais c'était dans la Pologne des années 1920 et 1930, donc une Pologne dirigée par un monsieur qui s'appelait le maréchal Piłsudski et qui était un dictateur, on peut dire ça comme ça, nationaliste et surtout antisémite. Dans cette Pologne des années 1920, il n'était pas bon d'être juif parce que les pogroms existaient. Qu'est-ce que c'est qu'un pogrom ? Eh bien, c'est... comment on pourrait le décrire ? La chasse aux faciès. Aujourd'hui, on appelle ça la chasse aux faciès. Et à l'époque, eh bien, ça a existé dans de nombreux pays. Quand une partie de la population trouvait dans des rues des juifs, on les exécutait. Et dans la Pologne des années 1920, eh bien, les pogroms étaient nombreux. Deuxièmement, donc on risquait sa vie en se promenant dans les rues. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, comme c'était un pays antisémite, eh bien, les juifs n'avaient pas droit à accéder à toutes les études. Il y a des métiers qui leur étaient interdits. Ma mère, qui était aussi d'origine polonaise et née en Pologne, et voulait être pharmacienne, et à l'époque, le métier de pharmacien était interdit aux juifs. Mon père voulait être militaire, et le métier des armes était interdit aux juifs. Donc, mon père s'est tourné très rapidement vers le militantisme politique, et vers le parti qui, dans la Pologne de l'époque, défendait l'accès aux juifs à toutes les professions et qui combattait toutes les formes de racisme. C'était, j'insiste, à l'époque, c'était le Parti communiste polonais. Il est devenu un militant communiste dès son plus jeune âge. À 18 ans, il était déjà adhérent à ce parti.
Et très rapidement, il a été emprisonné à cause de son militantisme politique. Il est emprisonné, son père le fait libérer, moyennant de l'argent, il faut être clair, ça s'appelle de la corruption, normalement. C'est-à-dire qu'il a versé de l'argent en douce aux agents de police qui l'avaient arrêté, et il a été libéré. Mais il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était de quitter la Pologne et d'aller dans un pays qui l'accueillerait. Il est parti pour la France, il a traversé la Tchécoslovaquie, puis l'Allemagne, et il est arrivé en France en 1931. Il s'est installé à Tours. Pourquoi Tours? Eh bien parce qu'à Tours, il y avait une communauté polonaise relativement importante. C'était une émigration économique. Dans les années 1910-1920, la France avait besoin de main-d'œuvre. D'abord dans les mines de charbon du Nord et dans les mines de fer d'Alsace-Lorraine, et puis des ouvriers agricoles. Donc de nombreux Polonais sont venus s'installer en France pour travailler dans les mines. D'ailleurs, si vous allez dans le nord de la France, vous trouverez encore énormément de noms d'origine polonaise qui se terminent en ski ou un truc comme ça, parce que ce sont des descendants de ces mineurs qui sont venus en France. Et dans la région tourangelle, c'était surtout des ouvriers agricoles. On avait besoin d'ouvriers agricoles pour les vignes et pour les exploitations agricoles qui produisaient surtout du blé à l'époque. Donc mon père a rejoint cette communauté polonaise à Tours, mais il était jeune et il n'oubliait pas son engagement politique. Du coup, il s'est investi dans la défense des ouvriers agricoles polonais qui étaient surexploités. C'est des choses qu'on connaît aujourd'hui toujours. C'est toujours la même chose. Les étrangers qui viennent travailler, souvent n'ont pas de papier, souvent n'ont pas de contrat de travail, sont logés dans des conditions, c'est des conditions d'hébergement épouvantables, etc., etc. Vous lisez les journaux aujourd'hui sur les travailleurs saisonniers et vous retrouvez ce qui se passait à l'époque. Donc, n'oubliant pas son engagement politique, il défend ses ouvriers agricoles et il attaque très durement le consul polonais, attaque par les mots, hein, pas physiquement. Il attaque le consul polonais et celui-ci le fait arrêter. Il passe en jugement, bien sûr, et il s'en tire avec une simple peine d'expulsion de Tours. C'est-à-dire le minimum, et il est obligé de changer de ville en France. Avec ma mère, puisqu'il avait rencontré ma mère à Tours, ils sont nés tous les deux en Pologne, mais ils ne se connaissaient pas. Avec ma mère, ils vont à Paris, où ils ont du mal à trouver un hébergement et ce qu'il leur faut pour vivre. Donc ils vont s'installer à Bordeaux, où il y a une communauté immigrée extrêmement importante, immigrée des pays de l'Est. Donc des Polonais, des Hongrois, des Tchèques, des Bulgares, des Allemands qui ont commencé à fuir le nazisme en Allemagne. Et cette communauté immigrée est liée par une chose, c'est leur engagement politique. En général, ils ont fui leur pays d'origine pour des raisons politiques. Ils étaient pour beaucoup militants du Parti communiste dans leur pays ou militants de gauche dans leur pays. Et puis, nombreux parmi eux étaient juifs aussi, donc subissaient l'antisémitisme dans leur pays d'origine. Et cette chose a fait qu'ils se sont retrouvés ensemble et qu'ils ont créé une communauté non pas liée à un pays, non pas liée à une origine, mais une communauté parce qu'ils venaient de l'étranger. Et d'ailleurs, après la guerre,
Donc mon père ayant été fusillé, et là je fais un grand saut, mais après la guerre, moi-même, ma mère a pu m'élever parce que cette communauté immigrée de tous les pays, hein, je vous dis, il y avait vraiment de tous les pays d'Europe, de l'Est, cette communauté l'a beaucoup aidé. C'est pas une forme de communautarisme, mais c'est de la solidarité. Quant à mon père, lui, il a eu ses diplômes, alors aujourd'hui on appelle ça un master, il a eu son master en droit et il a eu son diplôme d'avocat. Mais il a eu son diplôme d'avocat en décembre 1935. Et 1936, je crois que c'est début juillet ou fin juin, début juillet 1936, en Espagne, éclate une révolte contre la République espagnole, menée par le général Franco. C'est un putsch militaire, et le général Franco s'attaque à la République espagnole. Général Franco aidé par les troupes nazies de Hitler et les troupes fascistes de Mussolini. Mussolini étant le patron de l'Italie. Immédiatement, mon père part en Espagne pour aider la République espagnole. Ce qu'on a appelé après les brigades internationales ne sont pas encore formées, que mon père est déjà en Espagne. Il a fait partie de ce qu'on a appelé les 38, c'est-à-dire les 38 premiers volontaires internationaux qui ont combattu aux côtés des républicains espagnols avant que les brigades internationales soient constituées. Pourquoi il est parti combattre en Espagne? Je vous l'ai suggéré tout au début en vous disant qu'il voulait initialement il voulait être militaire, puisqu'il voulait adopter le métier des armes, qu'il n'a pas pu le faire en Pologne. Bon, bien sûr, il ne l'a pas fait en France, mais il a étudié par lui-même la stratégie militaire. Il a lu beaucoup de bouquins. Et il avait le métier des armes dans la peau. Il arrive en Espagne et il combat à Irún. Irún, c'est à la frontière espagnole, du côté du Pays Basque. Il combat à Irún aux côtés des troupes républicaines espagnoles. Il est blessé très rapidement. Il rentre en France pour être soigné, passer sa convalescence, mais là, il ne va pas rester inactif, il ne va pas non plus pratiquer son métier d'avocat. Il participe et il est un des principaux responsables d'une compagnie maritime qui s'appelle France Navigation, compagnie maritime qui a été créée par les soviétiques et le Parti communiste français pour aider la République espagnole. Ces bateaux, pendant très longtemps, vont apporter des armes à l'Espagne républicaine. Ça, c'est le voyage aller. Et au voyage retour, pour ne pas repartir à vide, ils transportent des enfants orphelins qui sont adoptés soit par des pays d'Amérique latine, et il y en a beaucoup au Chili, parce qu'il faut que ça soit des pays de langue espagnole, et pas des portugais, donc il y en a peu au Brésil. Mais il y en a en Argentine, il y en a au Chili, et il y en a en Union soviétique à l'époque. Il participe à cette compagnie France Navigation de façon extrêmement importante. Et il rencontre à cette occasion un dénommé Jean Moulin, qui, au sein du gouvernement français, il est au cabinet d'un ministre qui s'appelle Pierre Cotte, et il est chargé d'aider en douce, parce que le gouvernement français n'a pas aidé la République espagnole, mais il est chargé d'aider en douce les républicains espagnols. Donc mon père fait la connaissance de Jean Moulin à ce moment-là. Jean Moulin, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est celui qui est devenu l'unificateur de la résistance en France en 1943, quand a été créé le Conseil national de la résistance. On est en 1937, mon père est en convalescence, et début 1938,
sa convalescence est terminée, il est guéri, il repart en Espagne. Il est versé à l'état-major des brigades internationales à Albacete. Mais l'atmosphère des bureaux ne lui plaît pas. Il demande à être versé dans une unité combattante et il rejoint la brigade à Napoker, qui est une compagnie d'artillerie avec le grade de capitaine, puisqu'il avait des connaissances militaires extrêmement importantes et les Espagnols lui ont attribué le grade de capitaine dans l'armée. Il commande une batterie d'artillerie. Et là, il se singularise par deux choses. Son esprit d'initiative, son courage et, j'ai envie de dire, son indiscipline, ce qui, dans une armée, n'est pas tellement recommandé. En 1938, à peu près à la mi-1938, les républicains décident d'une contre-offensive contre les armées de Franco, et ils décident de ce qu'on a appelé la bataille de l'Èbre. Les forces républicaines sont à Barcelone, sur la rive gauche de l'Èbre, et ils veulent reconquérir, descendre vers le sud de l'Espagne, traverser l'Èbre et aller, si possible, jusqu'à Malaga, c'est-à-dire complètement au sud. Ils traversent l'Èbre en bateau, avec l'artillerie, l'infanterie, et malheureusement, ça se passe très mal. Les troupes franquistes ont le dessus, et mon père reçoit l'ordre de retraverser en sens inverse l'Èbre et de revenir sur la rive gauche, alors qu'il avait pris pied sur la rive droite. Il refuse d'obéir aux ordres, et il dit je ne me replierai que lorsque le dernier fantassin sera revenu en arrière. Et sa batterie d'artillerie continue à tirer et à protéger la retraite des fantassins. Et quand le dernier fantassin est passé, eh bien, sa batterie retraverse. Sur des petits bateaux, hein, bien sûr, c'est pas à la nage quand même. Pour transporter les canons, c'est un peu compliqué. Et quand il arrive sur la rive gauche, la retraite terminée, il est arrêté. Et il est traduit devant le Conseil de guerre pour indiscipline. Il n'a pas obéi aux ordres devant l'ennemi. Et le Conseil de guerre, et ça veut dire la peine de mort normalement. Et le Conseil de guerre se réunit et décide de le citer à l'ordre de l'armée pour son courage et son esprit d'initiative. C'est-à-dire retournement complet de la situation. Et c'est une caractéristique qu'on retrouvera très souvent après dans son parcours et dans sa façon de faire. Donc il continue puisqu'il a été cité à l'ordre de l'armée, il continue à commander sa batterie d'artillerie, mais fin 1938, les brigades internationales sont dissoutes pour ne pas donner prise à la propagande de Hitler et de Mussolini qui disait que la République espagnole c'était les rouges. Donc les brigades internationales sont dissoutes et quittent l'Espagne, et l'armée républicaine espagnole se retrouve seule face aux troupes franquistes, toujours aidées par les troupes de Hitler et de Mussolini. Bien que les brigades soient dissoutes, mon père ne quitte pas l'Espagne, il reste en Espagne et il organise la guérilla sur l'arrière des troupes franquistes. Toujours ses connaissances militaires font qu'on le retient pour faire ce travail extrêmement dangereux et délicat. C'est son premier travail, on peut dire, de partisan, puisque en tant que clandestin, il est sur l'arrière des troupes franquistes pour organiser des sabotages. Mais tout a une fin. Juin 1939 plus exactement, la République espagnole est vaincue et les républicains espagnols quittent en masse l'Espagne pour venir se réfugier en France. C'est ce qu'on a appelé la retirada. La France les accueille très bien, puisqu'ils sont tous parqués dans ce qu'on peut appeler, alors
Non, le mot est trop fort, on ne peut pas dire camp de concentration. Mais ils sont tous parqués dans des camps à leur arrivée. Mon père est emprisonné d'abord à Argelès, et là il y a des barbelés sur la plage, et ils couchent sur la plage, ils n'ont même pas de toile de tente pour se protéger des intempéries, le vent, la pluie, ils couchent à même le sable, dans des trous qu'ils ont creusés avec leurs mains. Ils y restent une quinzaine de jours, et ils sont déplacés un tout petit peu plus au nord, une dizaine de kilomètres, sur une autre plage qui est célèbre aujourd'hui. C'est une ville balnéaire, Argelès aussi. Ils sont transférés à Saint-Cyprien, où là, les conditions d'hébergement sont un petit peu meilleures. On leur donne des toiles de tente pour s'abriter, et il y a des sanitaires. Ils y restent là aussi une petite quinzaine, et ensuite, il est transféré dans un camp, dans un petit village qui est à côté de Pau, qui s'appelle Gurs. Et ils sont un peu mieux, ils ont des conditions d'hébergement un peu meilleures. On arrive en juillet 1939, et à l'initiative de 2 personnes, rien que citer ces noms montre la façon de travailler de mon père. C'est l'archevêque de Bordeaux, donc un dignitaire ecclésiastique catholique, et le maire communiste d'un petit village des Landes qui s'appelle Vieux-Boucau. À l'initiative conjointe de ces 2 personnes, eh bien, il est libéré du camp de Gurs. On est au mois d'août. Je dis que c'est révélateur de la personnalité de mon père, parce que il a toujours voulu travailler sans exclusive et faire que tous les courants de pensée se retrouvent ensemble. Il est donc libéré. On peut croire qu'il va commencer son travail d'avocat. Ben non, pas du tout. On est en août 1939. Et qu'est-ce qui se passe en septembre 1939? Eh bien, c'est la déclaration de guerre à l'Allemagne nazie. La France entre en guerre. Et mon père se souvient, je ne sais pas qui se souvient, il l'a toujours su, mais antifasciste dans l'âme, engagé, ayant une expérience militaire, il s'engage immédiatement dans l'armée pour aller combattre les troupes hitlériennes. À l'époque, en France existe un régiment polonais. Il est donc versé dans ce régiment polonais. Mais tout l'encadrement de ce régiment est constitué d'officiers polonais. Je vous ai dit tout au début que l'antisémitisme était très fort en Pologne. Et bien sûr, l'encadrement de son régiment, constitué d'officiers polonais, est antisémite. Et ça, il ne le supporte pas. Et eh bien, on retrouve là son esprit d'indiscipline. Il organise la révolte. Il organise la révolte de tous les engagés volontaires comme lui, juifs, bien sûr, qui ne veulent pas subir un encadrement antisémite. Et ça prend une forme assez rigolote, parce qu'ils disent, nous, on ne veut pas rester dans ce régiment polonais antisémite, on veut aller à la Légion étrangère. La Légion étrangère était considérée, à l'époque, comme une armée dite, entre guillemets, rouge. Pourquoi ? Eh bien parce que de très très nombreux républicains espagnols avaient rejoint volontairement la Légion étrangère pour continuer le combat qu'ils avaient commencé contre Franco. Ils le continuaient en allant combattre les troupes hitlériennes au sein de la Légion étrangère. Donc, mon père organise cette révolte pour rejoindre la Légion étrangère. Ils sortent de leur caserne et ils se mettent en rang devant la caserne et, excusez-moi d'être un peu trivial, mais ils se mettent à poil. Ils se mettent tout nus, comme ça, devant la caserne, en pleine ville. C'est en pleine ville. Inutile de vous dire que quand vous avez entre 150 et 200 bisaces à poil dans la rue, ça fait du bruit.
Surtout qu'ils ne se privent pas d'en faire. Et la population s'agglutine autour d'eux. L'encadrement du régiment polonais les menace bien sûr du tribunal de guerre, comme d'habitude. Et on dit on va vous passer au tribunal de guerre pour désertion devant l'ennemi. Ça veut dire là encore la peine de mort. Et les révoltés ne cèdent pas. Et en fin de journée, le responsable du régiment polonais cède et ils acceptent qu'ils partent à la Légion étrangère. Et là, ils se rhabillent et ils partent en rang pour montrer qu'ils sont organisés et que ce ne sont pas des indisciplinés. Ils partent en rang et ils rejoignent la caserne de la Légion étrangère qui n'était pas très loin. Bien sûr, ils ont en majorité fait la guerre d'Espagne. Ils connaissent le métier des armes. Donc au sein de la Légion étrangère, ils sont versés dans ce qu'on a appelé les 11e et 12e régiments étrangers d'infanterie. 11e et 12e REI, qui sont engagés dans les combats dans le nord de la France, quand les Allemands traversent la frontière dans la forêt ardennaise. Et ces régiments étrangers d'infanterie sont engagés dans des combats extrêmement durs. Ils ont des pertes énormes. Les pertes françaises ont été importantes, surtout à Dunkerque, mais en général, la résistance n'était pas très forte parce que la stratégie qui avait été adoptée par l'état-major français n'était pas la bonne. Et la stratégie allemande d'utilisation des chars a emporté l'armée française très rapidement. Mais là, eux, ils sont engagés dans des combats extrêmement violents et ils ont plus de 50% de pertes, ce qui était très rare. Mais vous connaissez l'histoire, c'est pas la peine que je vous la refasse. Les Français sont vaincus et ces troupes des régiments étrangers de parachutistes, comme tout le monde, sont faits prisonniers et ils sont envoyés dans des stalags, c'est-à-dire des camps pour militaires. Mon père est envoyé dans un stalag dans le nord de l'Allemagne, à Leipzig. On est en juin 1940. Très rapidement, alors, petit détail supplémentaire, mon père a une particularité, il a ce qu'on appelle l'oreille absolue, c'est l'oreille des musiciens, et ça veut dire qu'on apprend très facilement les langues. Et il parle le polonais, sa langue d'origine, le russe, la langue qu'il a appris au lycée, le français qu'il a appris quand il est arrivé en France, et il avait une partie... Pour apprendre le français, il apprenait le dictionnaire par cœur. L'allemand, qu'il avait aussi appris au lycée, l'anglais, et on peut penser, mais ça j'ai pas trouvé de traces, on peut penser que son séjour de 2 ans ou 2 ans et demi en Espagne lui a permis d'apprendre l'espagnol. Et surtout, des témoignages que j'ai trouvés disent que ces langues, il les parlait sans accent, c'est-à-dire que le français, il le parlait avec l'accent français, l'anglais avec l'accent anglais, l'allemand avec l'accent allemand, etc., etc. Donc, quand il arrive en Allemagne, dans son camp de prisonniers, parlant l'allemand de façon parfaite, il prend contact avec des résistants allemands. Oui, il y avait des résistants allemands. Ça peut paraître... aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais il y avait des résistants allemands. Ils étaient peu nombreux. Mais ça existait. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont été les occupants des premiers camps de concentration construits par Hitler. C'était les résistants allemands, ceux qui s'opposaient à la politique hitlérienne et qui s'opposaient au fascisme hitlérien. Donc il prend contact avec des résistants allemands pour qu'on lui donne de l'argent et surtout des vêtements civils. Ce qu'on lui apporte. Alors comment on prend contact avec des civils, avec des résistants? Alors c'est facile à dire, c'est peut-être sûrement un peu plus compliqué à faire, mais
Il faut savoir que dans ces camps de prisonniers, il y avait des civils qui travaillaient. C'était des gens qui apportaient la nourriture, c'était des gens qui s'occupaient du blanchissage du linge, etc., etc. Donc il y avait des civils qui allaient et venaient et qui rentraient dans les camps. Donc il prend contact avec eux et on lui fournit de l'argent et des vêtements civils. Et il ne s'évade pas en creusant un souterrain comme... Il y a un tas de films qui racontent des évasions faites par des souterrains où on passe sous les barbelés, puis après on s'enfuit. Non. Là, il s'évade par la porte. Il met ses vêtements civils et il sort accompagné par le résistant allemand qui lui avait fourni ses vêtements civils. Alors, est-ce que c'était le gars qui fournit le linge, la nourriture, ou un gars qui venait faire des travaux de plomberie dans le camp, ça j'en sais rien. Mais il sort comme ça, par la porte. Et puis, si vous voyez des films sur les évasions... Oui. En fait, votre père, il a eu beaucoup de chance quand même, parce que si les civils qui rentrent et qui ressortent, ils étaient peut-être pas d'accord avec lui, il aurait pu le... Non, mais il les a pas choisis au hasard, il a discuté. Je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement habile. Les gens avec qui il a discuté, il les a pas choisis au hasard, il les a écoutés, il a discuté avec eux, et puis après, il s'est mis d'accord avec quelqu'un qui partageait ses idées. Hein. Alors après, c'est dangereux, oui, c'est un peu de chance. Il aurait pu être arrêté, oui. Tout à fait. Oui, donc je reprends, je disais que vous voyez un tas de films qui passent à la télé. Il y en a un qui est célèbre qui s'appelle La Grande Évasion, avec un acteur qui est maintenant mort, qui s'appelle Steve McQueen. Alors il y a un nouveau Steve McQueen, qui est un acteur anglais qu'on voit beaucoup, qui est un peu plus jeune, qu'on voit dans beaucoup de films, mais là c'est un acteur américain, et il a fait un film culte qui s'appelle La Grande Évasion. Il est passé encore il y a 2 mois à la télé, et il passe au moins une fois par an. Je vous engage à le regarder parce que c'est assez marrant et c'est assez... Ça décrit une réalité. Les évasions par les tunnels, on creuse sous les barbelés, on cache la terre qu'on ramène, etc. Et puis après, on prend le train. Mais on prend le train en dessous le train. On se cache sous les essieux et on voyage accroché aux essieux sous les wagons. Sauf que les nazis s'en sont rendus compte très vite et ils faisaient passer des chiens policiers sous les wagons, et les gars se faisaient arrêter et étaient repris très rapidement. Non, mon père, je vous ai dit qu'il parlait allemand, qu'il avait de l'argent. Donc lui, il prend le train, oui. Il prend le train, mais il prend le train dans le wagon. Il prend le train dans le wagon avec un billet officiel. Et puis, je connais pas, mon père, je l'ai pas connu, c'est ce qu'on m'en a raconté après. Et peut-être a-t-il été contrôlé, ça je n'en sais rien, parce qu'il avait bien sûr des faux papiers. Et il arrive comme ça en Suisse. Il arrive en Suisse, on est en décembre 1940. Bon. Il est fait prisonnier en juin, il s'évade en décembre. C'est un des premiers évadés. Je n'ai pas dit le premier, c'est un des premiers évadés des camps de prisonniers allemands. Il arrive en Suisse, et là les autorités suisses, qui sont neutres, il se présente aux autorités suisses, et les autorités suisses qui sont neutres le refoulent en Allemagne en lui disant non, nous on ne veut pas se mêler à cette guerre, c'est votre problème, vous faites comme vous voulez, mais là on vous renvoie en Allemagne. Donc il le renvoie en Allemagne. Je vous ai dit qu'on était en décembre. Il n'y a pas encore eu le réchauffement climatique, et à l'époque il fait froid en décembre. Et à la frontière où il est, à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse, il y a une rivière. Et bien le soir même, il traverse la rivière à la nage. Donc c'est un peu froid. C'est un peu froid, mais enfin... Et cette histoire a été racontée, dans un film qui a été produit par l'Éducation nationale il y a quelques années. Il traverse à la nage, et là il ne se présente pas aux autorités suisses, il a compris. On ne lui fait pas 2 fois le même coup. Il se présente au consul français à Genève. Et le consul français, pour une raison
que je n'ai pas réussi à élucider, parce qu'on sait, quand on a travaillé sur sa biographie, et je vous dirai avec qui, quand on a travaillé sur sa biographie, on s'est adressé au ministère des Affaires étrangères pour savoir qui était consul français à Genève à cette époque-là, et on n'a pas eu de réponse, et on n'a pas réussi à retrouver ce consul. Est-ce que c'était un résistant, comme on dit, dormant, hein, dormant, parce que c'était déjà le régime de Pétain, c'est déjà l'État français gouverné par le, j'ose pas dire le maréchal Pétain, je dis toujours Pétain. Ouais. Il avait été mis en place par Pétain, donc c'était un collaborateur, mais est-ce que c'était un résistant dormant? Est-ce que mon père a eu un bagou suffisant pour le convaincre qu'il était bien français? En tout cas, le consul de France à Genève lui donne des papiers français. Et c'est normal, parce que en tant qu'engagé dans la Légion étrangère, s'il en fait la demande, tout engagé, c'est encore vrai aujourd'hui, hein, si tout engagé dans la Légion étrangère, à l'issue de son service dans la Légion étrangère, s'il en fait la demande, il peut obtenir la nationalité française. Donc, il a fait la demande, je pense, à Genève, et il a obtenu la nationalité française et des papiers français. Alors, pas au nom de Joseph Epstein, qui est très connoté, c'est un nom à connotation juive, ça. Non, il a des papiers au nom de Joseph Estin, E-S-T-A-I-N, et il est né officiellement à Bordeaux, à côté de Bordeaux, enfin il a des papiers officiels. Et le 25 décembre 1940, il arrive à Paris, au domicile familial, c'est-à-dire qu'il retrouve ma mère. Joli cadeau de Noël quand même, pour le 25 décembre 1940, il retrouve ma mère. Les joies de la retrouvaille, je suis fabriqué. Et alors, l'histoire dit que durant l'année 1941, le temps passe vite, il s'est contenté d'étudier la puériculture pour pouvoir m'élever. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Il a commencé à organiser la résistance. Mais la résistance telle qu'elle se faisait à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas des grandes choses avec des combats, les armes à la main, non. Résister au début, c'était coller des papillons sur les murs où on écrivait à bas Pétain, ou à bas Hitler, ou vive la France, vive la liberté. C'était ça, résister au début. Et puis petit à petit, et ça c'était passible de la peine de mort, il faut le savoir. Coller un petit papillon sur un mur où il y avait écrit ça, c'était passible de la peine de mort. Et puis petit à petit, les choses sont devenues plus complexes. Il y a eu... On a fait du renseignement. Mais là encore, quand je dis du renseignement, ne voyez pas James Bond. Les grands espions, non, le renseignement, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Exemple, vous regardez sur le col ou sur la manche du soldat le numéro de son régiment et vous transmettez ça à Londres, où il y avait l'état-major de la résistance. Ça paraît rien, c'est un truc très simple. Ben si, c'est important, parce que comme ça, quand on fait le total de tous les régiments qui sont en France, on connaît la somme, le nombre de soldats allemands auxquels on va s'opposer un jour, bien plus tard, en cas de débarquement. Autre exemple, vous vous baladez dans la campagne, je ne sais où, en Normandie, ou je ne sais où, et vous voyez un canon qui est mal planqué, qui est mal caché, mal camouflé. Vous dites rien, vous continuez votre chemin, et quand vous revenez chez vous, eh bien vous signalez qu'il y a à tel endroit un canon, etc. etc. Alors, le renseignement, c'est des choses aussi simples que ça. De même que la résistance au début, c'était des choses très très simples, la vie quotidienne. C'est petit à petit qu'elle est devenue beaucoup plus importante et que se sont mis en place les réseaux de sauvetage
des enfants juifs, les réseaux de sauvetage des adultes juifs, les réseaux d'évasion des pilotes anglais et des pilotes alliés qui étaient abattus au-dessus de la France, et que se sont constitués ce qu'on a appelé les réseaux de résistance, qui ont entamé le combat contre les Allemands. C'est venu petit à petit. La résistance, au début, c'était vraiment des choses très très simples. C'était jeter un tract, c'était distribuer un journal dans les boîtes aux lettres. C'était des choses très 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 courantes. La lutte armée n'est venue que beaucoup plus tard, et la lutte armée a posé beaucoup de problèmes. Au début, les résistants ont eu du mal à passer à la lutte armée. Alors là encore, quand on dit lutte armée, ne pensez pas à ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, c'est-à-dire des mecs qui se baladent dans les rues avec des kalachnikovs en bandoulière et puis des cartouchières en veux-tu en voilà, et qui tirent à tout va sur n'importe qui. Non. C'est pas ça la lutte armée. La lutte armée, c'était s'attaquer à l'armée allemande quand on le pouvait. Le premier officier allemand a été abattu au métro Barbès-Rochechouart en août 1941. Il y en a eu un autre ensuite, vous voyez, on les compte. Il y en a eu un autre ensuite en octobre 1941 à Nantes, qui a conduit à l'exécution des otages de Chateaubriand. Chateaubriand, célèbre parce qu'un jeune de 17 ans a été fusillé à Chateaubriand, il s'appelait Guy Moquet. Et il résistait à l'époque. Et résister, c'était quoi? C'était distribuer des tracts contre le gouvernement collaborateur de Pétain. C'était ça, résister, c'était tout simple. Et pour ça, il a été fusillé à Chateaubriand. Donc, la lutte armée, c'était abattre comme ça un officier de temps en temps. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions avant de passer à ces exécutions d'officiers allemands. Et il faut prononcer le mot, à ces attentats. À ces attentats qu'on a appelés, que les Allemands et que Pétain appelaient des attentats terroristes. Mais, je répète, ils s'attaquaient à des soldats, à l'armée. Et ils s'attaquaient à des officiers, parce que leur raisonnement, ils en avaient beaucoup discuté, leur raisonnement, c'était de dire, un simple soldat, c'est pas un engagé volontaire, c'est un appelé. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi de faire la guerre, on l'a obligé. On l'a appelé, on l'a obligé à faire la guerre, et ces résistants disaient, et ça peut être un ouvrier comme nous. Donc on ne va pas s'attaquer à des gens qui sont comme nous. Par contre, un officier, c'est quelqu'un qui a suivi une formation, c'est quelqu'un qui est un professionnel du métier des armes. Lui, il sait ce qu'il fait. Et c'est donc un officier, on peut s'y attaquer. Et c'est pour ça qu'il s'attaquait au début à des officiers. Je peux vous raconter une anecdote. J'ai rencontré, il est toujours vivant, un monsieur qui s'appelle Léon Landini, et il a fait de la résistance à l'âge de 17 ans, donc très jeune. Et il s'est battu les armes à la main. Et il me disait, tu sais Georges, j'ai abattu des Allemands. Il me disait ça, aujourd'hui il a 92 ou 93 ans, hein, et quand il m'a dit ça, il devait en avoir 80 ou 82. Et il me disait, mais j'ai abattu des Allemands, des soldats, mais encore aujourd'hui, je fais des cauchemars en y pensant. Encore aujourd'hui. Parce que ça n'est pas un geste naturel. J'ai tué des hommes. Je sais que c'était pour une bonne cause, mais il n'empêche qu'encore aujourd'hui, eh bien, je fais des cauchemars parce que j'ai du mal à admettre ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, il faut vous enlever de la tête les images qu'on a d'aujourd'hui avec des gens qui rentrent par exemple au Bataclan et qui tirent sur la foule. Hein. Non, ils s'attaquaient à des cibles privilégiées, les soldats allemands, l'armée. Et c'est comme ça que mon père, donc 41, il commence par faire de la formation des jeunes au maniement des armes, puisqu'il est militaire, il connaît le maniement des armes, donc il forme des jeunes au maniement des armes, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou même à Toulouse. Et 1942, il est nommé responsable des groupes de sabotage dans les usines qui travaillent pour l'Allemagne. Alors là encore, sabotage, ne voyez pas des grandes usines qui sautent, même si ça s'est fait.
fin 43, début 44, ça s'est fait. Mais au début, le sabotage, c'était quoi? Des trucs tout bêtes. Par exemple, les locomotives. Vous savez, il y avait des locomotives à vapeur. Aujourd'hui, il y a des locomotives électriques. Je pense quand même que vous avez tous vu, au moins à la télé ou au cinéma, des locomotives à vapeur. Qu'est-ce que c'est qu'une locomotive à vapeur? C'est une grande chaudière. C'est une grande chaudière dans laquelle on met du charbon pour que la vapeur transmette l'énergie aux roues. Ouais. Sauf que le charbon, on ne le met pas à la main. Hein, on ne voit pas, avec les petites mains, on n'y arriverait pas. Il faut des pelles. Et le charbon est dans le premier wagon qui est derrière la locomotive, qu'on appelle le tender, et des cheminots, donc des gens, passent le charbon, le prennent avec la pelle dans le tender et le mettent dans la chaudière. Qu'est-ce que ça va être un sabotage? C'est tout bête. C'est tout bête. Casser les manches de pelle. Donc un soir, une nuit, les résistants viennent dans le dépôt et cassent tous les manches de pelle. Le lendemain matin, les cheminots arrivent, mince, les locomotives ne peuvent pas sortir, on ne peut pas charger de charbon. Donc il y a toutes les locomotives d'un dépôt qui sont immobilisées. Et si vous faites ça sur 5-6 dépôts ou plus en même temps, vous avez toute une région dont les locomotives sont immobilisées. Vous voyez, c'est très simple. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas compliqué. On va au magasin du coin, on en achète. Oui, ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Il y a le roi Merlin, Conforama, je ne sais quoi. Enfin, il y a toutes ces boutiques où on va acheter tout ce qu'on veut. Non, à l'époque, c'est pas comme ça. Et puis c'est une administration, c'est l'armée allemande et tout. Il faut des bons de commande, etc. Pendant une semaine, il n'y a plus de pelle. Et pendant une semaine, les locomotives ne sortent pas. Alors, en quoi c'est un sabotage? Eh bien, ça désorganise tout le système de transport pendant une semaine. C'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose. Mais c'est extrêmement important parce que pendant une semaine, il y a des choses qui sont prévues qui ne se font pas. Autre type de sabotage, mettre du sucre dans un réservoir de voiture. Ça s'est fait... surtout ne le faites pas maintenant, ça marche toujours, mais ne le faites pas maintenant. Les usines Renault fabriquaient des tanks parce que le patron de Renault, Monsieur Renault, s'était mis au service de l'Allemagne. Il collaborait. C'est la raison pour laquelle les usines Renault ont été nationalisées en 1945. C'est le seul fabricant d'automobiles qui a été nationalisé en 1945. Citroën qui existait, Peugeot qui existait, Panhard Levasseur et d'autres qui existaient n'ont pas été nationalisés. C'est Renault qui a été nationalisé parce que le patron était collaborateur. Eh bien, il y a des ouvriers qui arrivaient avec du sucre dans la poche. Et ils mettaient le sucre dans le réservoir du tank. Le tank sortait de l'usine, parce qu'il faut que le réservoir soit à vide pour que ça agisse. Le tank sortait de l'usine, il roulait pendant quelques kilomètres et il tombait en panne. Et pareil, donc c'était une petite désorganisation. Plus sophistiquée, les gens arrivaient, enfin les saboteurs résistants arrivaient avec du sable dans la poche. C'est-à-dire du sable, à quoi ça sert? Ben si, vous prenez une toute petite pincée de sable et quand vous construisez le tank, vous le mettez dans un roulement à billes. C'est tout. Faut pas se faire prendre avec le sable. Et alors là, c'est encore pire. Parce que le sable va user le roulement à billes. Mais il va l'user pas immédiatement. Ça va prendre 1 mois, 2 mois, peut-être plus. Donc, et le tank va rouler. Le tank va rouler, il ne se passe rien. Et d'un seul coup, peut-être en plein combat, on ne sait pas où, mais le roulement à billes va refuser de jouer son rôle. Et les chenilles vont refuser de tourner. Elles vont être bloquées. Et ça peut se produire en plein combat, ça peut se produire n'importe où. Voilà une autre forme de sabotage. Et voilà une des choses que mon père a mis au point en 1942. Plus que la région Île-de-France d'aujourd'hui, hein, donc Paris, les 6 départements de la Couronne, il y a aussi l'Aisne, la Seine-et-Marne, enfin l'Aisne, la Somme, l'Indre-et-Loire, enfin c'est vraiment la grande région parisienne. Il est nommé responsable de tout cet ensemble et il organise le combat armé dans cette région. Donc sabotage dans les usines,
sabotage dans des trucs simples, qui peut paraître bizarre, mais par exemple, ils ont mis le feu à l'ensemble des réserves de paille de l'armée allemande. Alors, vous allez me dire, mais réserve de paille, en quoi c'est un acte militaire? Il faut savoir qu'à l'époque, les armées utilisaient des chevaux. Des chevaux pour traîner les camions, il n'y avait pas que des camions, pour traîner les canons, des chevaux pour un tas d'actions que menait l'armée allemande. Et détruire toutes les réserves de fourrage, c'était dramatique pour eux. Ils ont mis plus d'une semaine pour réapprovisionner, et pour ça, il a fallu mobiliser des trains, et ces trains n'étaient plus utilisés pour déporter des gens, etc. etc. Donc c'est une action en chaîne qui fait que le système allemand bien organisé est mis en cause. Et puis ils ont organisé des attentats contre l'armée allemande. Et mon père a été l'initiateur d'une stratégie de guérilla urbaine qui fait qu'il est surtout connu pour ça. Pendant très longtemps, les résistants agissaient par trois. Il y avait quelqu'un qui jetait la grenade, et il y en avait deux autres qui le protégeaient. Mais quand la grenade était lancée sur la troupe, eh bien, les trois partaient en cavalant. Et là, j'ai rencontré le même, celui dont je vous ai déjà parlé, qui m'a dit « j'ai tué des soldats, mais je fais encore des cauchemars ». Il m'a dit, tu sais, c'était simple. On faisait un attentat. On jetait une grenade et après, on partait en courant. Il dit, et en général, c'était des jeunes. Oui, c'était des jeunes. Les résistants, il y a eu des personnes âgées. Non, il n'y a pas que des jeunes, mais je prends l'exemple de mon père. Il a été fusillé, il avait 33 ans. Donc on ne peut pas appeler ça un âge canonique. Hein, c'est pas un vieux. Je suis plus âgé que lui aujourd'hui. Donc c'était des jeunes et Léon Landini disait oui, on a entendu une explosion, on a entendu des tirs, on voit trois jeunes partir en courant, c'est clair, c'est eux qui ont fait le coup. Donc la police française qui est omniprésente dans les rues, les soldats allemands qui sont omniprésents dans les rues, savent qui a fait le coup. Et en général, lui disait comme ça, on avait 90 chances sur 100 d'être tué tout de suite après. Au pire d'être blessé, mais ça voulait dire être tué parce qu'on était soit fusillé, soit déporté après. Donc c'était la mort. Et mon père, parce que c'était dangereux, et mon père a mis au point une stratégie de guérilla urbaine qui engageait entre 15 à 20 personnes. Ça a été très longuement discuté, parce que c'était engager 15 à 20 personnes, c'était mettre en jeu au moins une centaine de personnes pour monter une opération. Et c'était extrêmement dangereux. Les responsables de la résistance en ont beaucoup discuté, certains pensant que c'était trop dangereux. Pourquoi une centaine de personnes? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Les résistants ne se baladent pas avec le pétard dans la poche ou la kalachnikov en bandoulière. Comme ça, on ne se balade pas avec ses armes. Je vous l'ai dit, l'armée allemande est omniprésente, la police française est omniprésente. On peut être arrêté à tout moment. Donc, les armes doivent être apportées au dernier moment par ce qu'on appelle des agents de liaison. Et ces agents de liaison, c'est en général des femmes. Pourquoi des femmes? Parce que la résistance s'était rendue compte qu'elles étaient moins sujettes aux fouilles que les hommes. On fouillait moins les femmes, on avait plus confiance en elles. Donc c'était les femmes qui apportaient les armes juste avant l'opération. Si l'opération avait lieu à 11h, ils avaient l'arme dans la poche à 11h moins le quart, au mieux. Au dernier moment. Et puis, donc, 20 personnes qui font l'opération, ça veut dire 20 femmes qui apportent les armes. Ça fait déjà 40. Par souci de sécurité, il faut récupérer les armes. Pareil, on ne se balade pas avec son arme après. Donc, par souci de sécurité, c'est 20 autres femmes, pas les mêmes. Pas les mêmes. Toujours pour
Problème de sécurité, qu'elle ne soit pas reconnue, qu'elle ne reste pas à l'endroit où va avoir lieu le coup, etc. Donc ça fait déjà 60. Plus il faut mobiliser un service médical de secours. Il peut y avoir des blessés. Donc, etc. On arrive à une centaine, ce qui est extrêmement dangereux et compliqué. Parce qu'en plus, les résistants ne sont pas importants. Mais il n'empêche que ça a été testé en juillet 1943. Alors j'aurais bien aimé que ça soit sur les Champs-Élysées, parce que les Champs-Élysées, c'est l'avenue mythique à Paris, non? C'est pas sur les Champs-Élysées, c'est avenue de la Grande Armée. C'est-à-dire que vous avez les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe et l'avenue de la Grande Armée qui est juste de l'autre côté. Une équipe de résistants a agi comme mon père l'avait préconisé. C'est-à-dire qu'il y avait 3 grenadiers qui ont balancé les grenades, tous les 3. Et au lieu de partir en courant, ils sont partis en marchant, tranquillement, sur un itinéraire de repli prévu, des itinéraires de repli prévus à l'avance. À environ 50 ou 100 mètres à peu près du lieu de l'attentat, il y avait 3 autres résistants armés de revolvers qui les attendaient. Et puis, encore 100 mètres plus loin, il y avait à nouveau 3 résistants armés de revolvers. Et au fur et à mesure que les résistants se repliaient, comme ils disent dans leur jargon, la puissance de feu augmentait. D'abord 3 revolvers, puis 6 revolvers, puis 9, puis 12. Et l'armée allemande, j'ai vu les comptes rendus, a expliqué quand ils ont fait le compte rendu de cette opération, qu'ils ont été attaqués par une armée étrangère. Ils ont cru qu'il y avait une armée complète qui les attaquait, parce que la riposte a été extrêmement importante, telle que je vous l'ai décrite. Et les résistants ont eu en tout et pour tout un blessé à une main. C'était une balle allemande qui avait ricoché sur un mur et qui avait éraflé le doigt d'un résistant. Donc à la suite de ça, cette stratégie a été généralisée dans l'ensemble de la France. Et je reviens à mon Léon Landini, toujours le même. Alors lui, il n'était pas résistant à Paris, il était résistant à Villeurbanne, c'est-à-dire dans la région lyonnaise. Et il m'a dit, tu sais Georges, je dois une reconnaissance éternelle à ton père. Ah, moi je le regarde un peu étonné. Oui, je dois une reconnaissance éternelle à ton père parce que si je suis vivant, c'est grâce à lui. Et il me dit, et pourtant je ne l'ai jamais connu. Ça s'est pas passé. À Villeurbanne, nos responsables nous ont fait appliquer la tactique de guérilla urbaine que ton père avait mis au point. Et ça nous a sauvé la vie. Ça nous a sauvé la vie parce qu'à partir du moment où on a appliqué cette stratégie de guérilla urbaine, eh bien nos pertes ont diminué. Il a été arrêté, lui, par Klaus Barbie, mais pour une autre raison. C'était pas suite à un attentat, c'était pas suite à un truc comme ça. Et il dit, si on n'avait pas appliqué cette tactique, cette stratégie de guérilla urbaine, il est fort possible que beaucoup de nos camarades aient perdu la vie lors des attentats. Donc, voilà ce pourquoi mon père est connu. Et il faut, comme on arrive à la fin, novembre 1943. Ah, c'est bon, je fais une petite anecdote, parce que elle est révélatrice. Méliné Manouchian faisait une liaison. Alors, est-ce que c'est pour Missac ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Moi, j'en sais rien. Là, je ne sais pas. Mais elle faisait une liaison et elle apportait une arme dans le métro. Elle était dans le métro et sortie du métro, une fouille généralisée de l'ensemble des gens qui sont dans le métro par la police. Bien sûr, elle a, alors est-ce que c'est une arme ou un revolver? Moi, j'en sais rien. Mais elle a quelque chose dans son sac. Et il faut réagir vite. Il faut réagir vite. Et elle se met à hurler, je suis une terroriste, j'ai une bombe dans mon sac. Mais hurler. Et les flics l'ont pris pour une folle. Et ils l'ont laissé passer en disant, vous, la folle, allez-y. C'est Katia qui m'a raconté ça. Voilà, un exemple d'une liaison qui aurait pu mal se terminer. Vous voyez, il fallait de la présence d'esprit. Et ce rôle d'agent de liaison, c'était un rôle extrêmement important.
Voilà, donc novembre 1943, la police française va arrêter 58 personnes. Je dis bien la police française, les brigades spéciales de la police française, brigades spécialisées dans la traque des résistants communistes, eh bien, elle va arrêter 58 personnes. Comment? D'abord, premièrement, ça a été une suite de filatures. Ce sont des filatures qui ont débuté en juillet. C'est la troisième, donc il y en avait eu deux autres avant, mais la troisième a débuté en juillet 1943. Et ils ont suivi un certain nombre de résistants. Ils ne les ont pas arrêtés, ils les ont suivis, pour savoir quelles étaient leurs liaisons, qui ils rencontraient. Et puis quand ils en détectaient un nouveau, ils le suivaient aussi, etc. etc. Et ils ont tissé une toile d'araignée, j'ai vu les comptes rendus de filature, ils ont tissé une toile d'araignée qui fait que début novembre, ils ont décidé d'arrêter l'ensemble des résistants. Ils ont été aidés en cela par un membre du groupe. Bon, je peux dire son nom, il s'appelait Davidovitch, Joseph Davidovitch, qui a été arrêté et qui a parlé très rapidement. Il a reçu quelques coups, mais surtout il a subi une torture psychologique. On lui a dit qu'on s'attaquerait à sa femme, puisqu'on savait où elle habitait, et parce qu'il avait fait l'énorme erreur, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute, de ne pas se séparer de sa femme. Moi, par exemple, je suis né en novembre 41, et ma mère et moi, nous étions cachés à la campagne, à 180 km de Paris. C'était volontaire. Nous étions cachés pour que, en cas d'arrestation de mon père, il ne puisse pas subir d'oppression, parce qu'on arrêtait sa femme et son enfant pour le faire parler. Donc Davidovitch n'a pas pris cette précaution et il a été, comme on dit, retourné. Il s'est mis au service de la police et il a identifié. S'il avait simplement parlé sous la torture, vous savez, alors là, qui n'a pas parlé sous la torture? Les résistants avaient une consigne, il faut tenir 2 jours. 2 jours sous la torture, et ensuite vous pouvez dire ce que vous voulez. Pourquoi 2 jours? Eh bien, pour ce qu'on appelle, pour pouvoir couper les liaisons. Donc faire que ceux qui étaient en contact avec le résistant arrêté puissent déménager, par exemple. Déménager, ne plus aller au rendez-vous, etc. Couper les liaisons. Et au bout de 2 jours, vous pouviez parler. Donc, quand on regarde, et j'ai eu cette chance de pouvoir aller dans les comptes rendus d'interrogatoire de la police, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont parlé au bout des 2 jours. Mais c'était normal. Il faut savoir que, est-ce qu'on résiste à la torture? Je crois que ça, c'est très compliqué, c'est une affaire personnelle. Donc, Davidovitch s'est mis au service de la police, a identifié le groupe, et il y avait une chose qu'il ne savait pas. C'est que parmi ces brigades spéciales, il y avait 2 policiers qui étaient des résistants en service commandé. C'est assez difficile, hein. J'aurais pas voulu être à leur place. Et ils ont signalé à la résistance que parmi les premiers arrêtés, il y avait un traître qui avait parlé. C'est comme ça que Manouchian, mon père, était au courant. J'ai eu le témoignage de quelqu'un qui l'a vu la veille de son arrestation, mon père, et qui m'a dit qu'il était extrêmement inquiet, il savait que sa vie était en danger, et elle m'a rajouté, pour la première fois de ma vie, elle le connaissait bien, avant-guerre encore, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu avec une arme, alors que, normalement, comme je vous l'ai dit, on ne se balade pas avec une arme. L'arme, elle est là pour des opérations. Donc je l'ai vu avec une arme, et il se savait en danger. Donc, la police, après ce travail de filature qui a duré de juillet, août, septembre, octobre et début novembre, 4 mois et demi. Après ces 4 mois et demi, eh bien, les 58 personnes constituant le groupe Manouchian et d'autres, parce que c'est une partie des résistants de la région parisienne, sont arrêtés. Il y a
suite à ça, il y a un procès et il y a cette célèbre affiche rouge. Bon, ça c'est un facsimilé du tract. C'est pas l'affiche, parce que l'affiche était beaucoup plus grande. Ça c'est le tract qui a été distribué. Donc, des hommes patibulaires, des étrangers, Grzywacz, juif polonais, Elek, juif hongrois, Wajbrod, juif polonais, Witschitz, juif hongrois, Fingerweg, juif polonais, Botchow, juif hongrois, Fontano, communiste italien, Alfonso, espagnol rouge, Reyman, juif polonais, Manouchian, arménien chef de bande. Que des étrangers. Que des étrangers. Il y avait des Français dans le groupe qui a été arrêté. On n'en parle pas. En plus, communistes, juifs, étrangers, la libération par l'armée du crime. Et au dos de ce tract, il y a écrit « Voici la preuve. Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. C'est l'armée du crime contre la France. Le banditisme n'est pas l'expression du patriotisme blessé, c'est le complot étranger contre la vie des Français et contre la souveraineté de la France. C'est le complot de l'anti-France, c'est le rêve mondial du sadisme juif. Étranglons-le avant qu'il nous étrangle, nous, nos femmes et nos enfants. » Alors vous allez me dire, mais il manque quelqu'un là-dessus. Oui, il manque quelqu'un. Il manque Joseph Epstein, qui était le responsable de tout ce groupe. Et il avait tout pour y être. Juif, polonais, communiste. Donc il avait tout. Or, particularité, il a été arrêté sous le nom de Joseph Estin, né au Bouscat, en Gironde. Donc un bon Français. Et malgré les tortures, et Dieu sait s'il a été torturé, ses amis l'ont dit après-guerre, le mot qu'ils ont employé, c'est « il a été littéralement massacré ». Il a été torturé, et malgré les tortures, il n'a jamais donné son vrai nom. Jamais, 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 jamais. Et les Allemands, quand ils l'ont fusillé sous un autre nom, il n'a même pas été fusillé sous son nom. Alors, la police française a pu lui prouver en février 1944, la police française a pu lui prouver en février 1944 qu'il ne pouvait pas s'appeler Estin, puisque le dénommé Estin, il n'existait pas. Donc il a accepté à ce moment-là, sous les tortures, de donner le nom qu'il portait en Espagne, Joseph Andrei. Et il a été fusillé sous le nom de Andrei. Donc, voilà pourquoi il ne figure pas sur l'affiche rouge. Il ne pouvait pas servir la propagande allemande qui voulait démontrer que les résistants n'étaient pas des Français, c'était que des Juifs étrangers communistes. Voilà pourquoi Joseph Epstein a disparu, en fait, de la mémoire collective. La mémoire collective, elle a retenu cette affiche. Elle a retenu l'affiche rouge, suite au poème célèbre d'Aragon, mis en musique par Léo Ferré, qu'on entend encore dans beaucoup de commémorations. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin moi je le connais sous le nom de l'affiche rouge. C'est une magnifique chanson. Et mon père a été oublié. Il a été fusillé le 11 avril 1944 au Mont-Valérien. L'ensemble du groupe Manouchian a été fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Donc ils n'ont même pas été fusillés ensemble, bien sûr. Mon père avait un rôle important, les brigades spéciales le savaient, et ils ont essayé de le faire parler jusqu'au dernier moment. En plus, le fusiller avec Manouchian ne servait à rien, puisqu'il avait un nom français. Et donc pendant très longtemps, mon père a disparu de la mémoire. Pas de la mémoire de tout le monde. Moi, j'avoue que quand j'étais gamin, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'étais invité dans des commémorations officielles et on me faisait remettre aux artistes qui participaient à ces commémorations officielles, on me faisait remettre des fleurs. Donc j'étais présent. En plus, à la maison, il y avait un tas de bouquins
que ma mère achetait petit à petit, un tas de bouquins qui parlaient de mon père. Aujourd'hui, les bouquins, quand vous les mettez comme ça les uns à côté des autres, et puis vous mesurez la longueur des bouquins qu'il y a en bibliothèque, il y en a plus de 2 mètres. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'hommes politiques et d'historiens qui parlent de Joseph Epstein. Donc moi, j'avais ça, j'avais les bouquins. Donc, pour moi, mon père était toujours vivant. Et puis, il y avait un autre phénomène. Je m'appelais Dufaux. Je m'appelais Dufaux, nom du premier mari de ma mère. Là encore, c'était quelque chose qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Ça s'appelle un mariage blanc. C'est-à-dire que c'est un mariage de complaisance. Mon père avait demandé à son meilleur copain, qui s'appelait Jean-Lucien Dufaux, de se marier avec ma mère pour qu'elle obtienne la nationalité française. Donc elle a obtenu la nationalité française pour ça, et Jean-Lucien Dufaux a continué à vivre avec sa copine, et mon père a continué à vivre avec ma mère. C'était vraiment un mariage blanc. Jean-Lucien Dufaux et ma mère ont divorcé en fin 1939, officiellement, et mes parents se sont remariés en avril 1940. Oui, avril 1940, novembre 1941, il n'y a pas de doute sur mon identité, je suis bien le fils de Joseph Epstein. Mais quand je suis né en novembre 41, mon père mais au moment du divorce, hasard de la guerre, désorganisation de l'administration, ma mère a gardé son livret de famille de son mariage avec Jean-Lucien Dufaux, livret de famille sur lequel le divorce n'avait pas été porté. Donc quand je suis né en novembre 1941, mon père s'est rendu à la mairie du 15e, parce que je suis né à Paris 15e, mon père s'est rendu à la mairie du 15e, et a dit voilà, je viens déclarer mon fils, je m'appelle Jean-Lucien Dufaux, et je viens déclarer mon fils Georges Dufaux. On ne lui a pas demandé ses papiers d'identité, et j'ai été inscrit sur ce livret de famille. 1945, fin de la guerre, ma mère veut que je retrouve mon vrai nom. Elle fait des démarches. Et on lui dit, mais madame, impossible, votre livret de famille, il est vrai. Donc votre fils est bien né de Jean-Lucien Dufaux et de vous. Donc il continuera à s'appeler Dufaux. Et vous savez, en France, l'état civil, c'est pire que tout. Je ne souhaite pas que l'un d'entre vous ait dans sa famille quelqu'un pour qui on a fait une erreur d'orthographe sur son acte de naissance. Pour la faire modifier et que vous retrouviez votre vrai nom, il faut au moins 10 à 15 ans de démarche. L'état civil est souverain. Donc eh bien, je me suis appelé Dufaux pendant des années et des années. Je savais que Dufaux n'était pas mon père, et je savais que mon père s'appelait Joseph Epstein. Mais porter le nom de Dufaux, c'était pas du tout quelque chose de dérangeant, parce qu'il faut savoir que Jean-Lucien Dufaux était aussi un résistant. Et il a aussi été fusillé pour fait de résistance le 5 octobre 1942 au stand de tir de la place Ballard à Paris. Donc, je portais le nom d'un résistant et j'étais le vrai fils d'un autre résistant. J'ai vécu avec cette double identité pendant des années et des années. Mais je voudrais terminer en vous parlant d'une chose qui est très personnelle. Pendant des années et des années, je vous ai dit que je m'appelais Dufaux et je savais que j'avais un père qui s'appelait Joseph Epstein. Et ce père, je l'ai surtout découvert par les bouquins, parce que ma mère m'en parlait très peu. Quand je l'interrogeais, ma mère me disait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle me disait, mais il n'a rien fait de spécial. C'est pas un héros. D'ailleurs, moi non plus, puisqu'elle était résistante. Moi non plus. Nous n'avons rien fait de spécial, ni les uns ni les autres. Nous avons fait que nous estimions juste de faire. Donc, je me suis fait une image de mon père à travers les bouquins. Et à travers les bouquins, on parlait de l'homme qui était un grand résistant.
Donc on parlait d'un homme que moi, en tant qu'enfant, j'ai placé pour un piédestal. C'était presque un dieu. C'était presque un dieu. En tout cas, c'était pas un homme. C'était pas un homme. C'était un être immatériel que j'avais mis sur ce piédestal. Et puis j'ai travaillé avec Pascal Convert. J'ai travaillé avec Pascal Convert. J'ai rencontré des gens qui l'avaient connu. J'ai discuté avec eux. On a trouvé des témoignages émouvants de personnes qui l'avaient connu. Et ces gens-là nous disaient, tous les témoignages nous disaient que c'était un bon vivant. C'était un homme gai, c'était un homme qui aimait rire, c'était un homme qui aimait manger, c'était un homme qui aimait la vie et qui vraiment la mangeait par tous les bouts. Hein. C'était quelqu'un, ouais, un homme, quoi. Et je crois que ce qui pour moi est extraordinaire, c'est seulement depuis que j'ai 65 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai fait ce travail d'accompagnement de Pascal Convert pour ses recherches, pour le bouquin et le film, c'est depuis ce moment-là que j'ai un vrai père et que je me le suis approprié. Du statut de héros, du statut de semi-dieu, il est devenu un père. C'est-à-dire un père comme vous en avez tous. Je ne sais pas si vous avez connu vos pères, parce qu'aujourd'hui, avec les familles recomposées, etc., c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai l'impression maintenant de le connaître et d'avoir un vrai père. Et je peux vous dire que quand on a 65 ans et qu'on découvre qu'on a un père, eh ben, c'est quand même un sentiment assez extraordinaire. Et alors, cette mémoire que je porte aujourd'hui devant vous, c'est pas simplement pour parler de mon père. C'est pas simplement pour parler de mon père. Je tiens, moi, à ce que vous reteniez de cette matinée ce qu'ont fait vraiment les résistants et surtout quelles étaient les valeurs pour lesquelles ils se battaient. J'en ai pas encore parlé, mais je voudrais terminer par ça. Ces valeurs, c'est la liberté, la démocratie et surtout, et là j'insiste, mais vraiment avec force, la lutte contre tous les racismes. Je dis bien tous les racismes. Le racisme anti-noir, le racisme anti-arabe, le racisme anti-juif, le racisme, je ne sais pas quel mot utiliser, mais anti-jaune, le racisme anti-homosexuel, le racisme contre les tziganes. C'était contre ça qu'il se battait. Il se battait pour des valeurs. Il ne se battait pas contre un peuple, il ne se battait pas contre l'Allemagne, il ne se battait pas contre les Allemands. Il se battait contre le nazisme, il se battait contre le fascisme. Et c'est ça le sens de leur engagement, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Merci.